Voilà, donc le thème ce soir sont les fiançailles. Alors, peut-être le qualifier, je parlerai de fiançailles, entre parenthèses, chrétiennes. Je m'expliquerai un peu plus tard. Alors, le plan va être simple. Je voudrais essayer de ne pas parler trop longtemps pour vous laisser surtout le temps des questions. Vous verrez ce soir, c'est assez pratique, les conseils que je vous donnerai. Je crois que l'intérêt, c'est de répondre surtout à vos questions. D'abord, j'essaierai de préciser de quoi parle-t-on juste lorsqu'on parle de fiançailles. Il peut y avoir des équivoques sur la réalité, sur ce que ça signifie. Ensuite, on verra le pourquoi. Alors, j'ai scindé en deux cette partie pourquoi, quelles raisons, quelles sont les raisons des fiançailles, et le pourquoi, c'est en vue de quoi, qu'est-ce qu'il faut viser pendant les fiançailles. Et après, ce sera un peu plus pratique. Quand se fiancer, quand vivre les fiançailles, et surtout comment. Et puis, en conclusion, ça se rapprochera peut-être plus de vous. Comment savoir qu'il est le temps de se fiancer? Bon, déjà un indice, il vaut mieux avoir un Jules ou une Juliette dans sa vie. Mais je donnerai peut-être d'autres critères qui permettront de savoir quand est-ce qu'on peut se lancer dans l'aventure des fiançailles. Alors, les fiançailles, de quoi parle-t-on au juste? Bon, d'abord, qui vous parle? Donc, le frère Mariano dit que j'étais dominicain, prêtre. Ça fait une dizaine d'années que je suis prêtre. Et donc, j'ai accompagné déjà quelques couples au mariage. Donc je les ai accompagnés pendant le temps de ces fameuses fiançailles jusqu'au mariage. Et donc je vous parlerai aussi fort de cette expérience. Je ferai peut-être quelques échos à cette expérience que j'ai acquise lors de la préparation du couple. Parce que de fait, c'est pas évident. Je vous parle de quelque chose que je n'ai pas vécu. Quoique j'aurais pu me fiancer et discerner que j'étais fait pour être religieux. Mais je ne l'ai pas vécu. C'est vrai, est-ce que les prêtres sont les hommes les mieux placés pour parler d'amour conjugal, de fiançailles? Ça peut être une première objection en disant taisez-vous, c'est pas un célibataire de nous expliquer la vie, surtout pas la conjugalité. C'est pas faux, et à la fois on accompagne tellement de couples, d'abord en vue du mariage, et puis après. La joie d'être prêtre aussi, c'est d'accompagner des couples, après des familles, de voir grandir, et donc de fait, on est bien au courant de ce qui fait les joies, les peines, la réalité de cet amour conjugal. Et puis, finalement, ce que la plupart d'entre vous allez vivre dans l'amour conjugal, eh bien, nous le vivons aussi, d'une certaine manière, notre vie religieuse, parce que l'amour, ce don de nous-mêmes, que nous vivons comme consacrés, eh bien, il se réalise aussi, il se vit dans le mariage. Donc, finalement, c'est des réalités qui ne sont pas si éloignées. Alors, parler des fiançailles, c'est une question de fait d'actualité. Vous verrez d'actualité dans l'Église, on en reparle. Le pape François d'ailleurs a fait une catéchèse récemment sur l'actualité des fiançailles. Il fallait retrouver le sens des fiançailles. Alors c'est dans l'écho de fait du synode sur la famille. Ça fait 2 ans que l'Église se penche sur regarde la famille, comment la famille se porte à travers le monde. Et ce qui est apparu criant, c'est qu'il fallait revaloriser, remettre en avant les fiançailles, la préparation au mariage. Alors, d'abord, ce que ne sont pas les fiançailles. C'est bien de procéder comme ça avant de dire ce que c'est, ce que ce n'est pas. Alors, les fiançailles, ce n'est pas simplement ni uniquement un événement mondain. Ça peut l'être. Ça l'est de moins en moins. Ça l'était il y a quelques dizaines d'années, ou peut-être le temps de nos parents. Ça peut être un événement mondain. Ou tout simplement l'occasion d'une première rencontre entre les deux familles. Alors ça en fait partie, mais ça ne peut pas être que ça. Alors les fiançailles, ce n'est pas non plus un mariage à l'essai. Il y aurait le mariage, la fin des fiançailles, et puis avant, il y aurait le temps des fiançailles qui serait le temps pour s'essayer. Vous sentez que ce n'est pas trop l'optique de ce soir. Je ne vais pas vous mentir, c'est les fiançailles chrétiennes. Ce n'est pas non plus un temps de préparation au mariage tout en menant déjà une vie commune. Alors ça peut l'être. On va être honnête, la plupart des couples que je prépare, pas la plupart, mais une bonne partie, parce que la chance, comme prêtre et religieux, d'avoir des gens qui viennent nous voir peut-être plus convaincus. Ce n'est pas le cas forcément de nos confrères dans les paroisses. Donc j'accompagne des gens qui se préparent au mariage sans être entrés dans une vie commune, mais de fait, nous préparons aussi au mariage des personnes qui vivent déjà dans une vie commune.
On verra peut-être dans les questions comment, si la vie commune a déjà commencé, comment quand même vivre un vrai temps de fiançailles. Mais normalement, ce n'est pas un temps de préparation au mariage qui se ferait en menant déjà une vie commune. Et les fiançailles, ce n'est pas seulement non plus un rite ou une cérémonie. Vous avez peut-être déjà assisté dans vos familles ou d'amis, grand frère, une grande sœur, une bénédiction, une prière à l'occasion de fiançailles. Ce serait trop limité de dire que les fiançailles, ce serait ça, l'événement, suivi souvent d'un bon repas et la rencontre des familles. Pour comprendre ce que c'est les fiançailles, il faut donc bien comprendre qu'il y a une distinction de fait entre le temps des fiançailles et le mariage. Ce sont deux réalités différentes. Alors, pour faire court, avec les fiançailles, c'est bien ce temps de préparation qui précède le mariage. C'est pas évident, j'en pense peut-être des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler, qui précède le mariage, et donc, moi ça me semble évident, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, ça ne l'est pas en tout cas, ça ne l'est plus socialement, et donc qui précède aussi la vie commune, et d'autres aspects. Voilà. Et de fait, ça fait une différence, pas seulement matérielle, entre des personnes qui se préparent au mariage en menant déjà la vie commune, et des personnes qui se préparent au mariage en n'ayant pas commencé la vie commune. On verra que le fait qu'il y a des enjeux, on parlera de la question du concubinage, qu'en penser, est-ce que c'est souhaitable, on en parlera. Il faut voir que c'est plus trop le cas. Ça l'était peut-être il y a quelques dizaines d'années, ou peut-être une quarantaine, 50 ans. Fiançailles pouvait être une contrainte un peu sociologique. Il fallait, c'était l'étape obligatoire, il fallait déclarer, se déclarer fiancé, faire sa demande en mariage, qui se manifestait par le don, le cadeau en général. Alors c'est souvent c'est au détriment des gars d'ailleurs, genre les filles, un beau caillou, et nous on est obligé de manger des pommes de terre et des pâtes pendant 6 mois. C'est vrai. C'est pour ça qu'en général, dans les rituels bénédiction de fiançailles, je dis c'est bien d'offrir peut-être quelque chose aussi au monsieur. Enfin, mademoiselle, offrez pour faire un peu de parité. Ça pouvait être vécu comme finalement un passage obligé. Bon, quelque chose un peu formel. Voilà. Et puis d'abord, il n'y a pas toujours eu des fiançailles non plus dans l'Église. Il faut savoir que moi, j'avais discuté avec des amis italiens, j'étais surpris de voir, c'était un rituel bénédiction de prière à l'occasion de fiançailles, ça n'existe pas chez nous. Bon, on demande un mariage, et puis on se prépare, mais le mot fiançailles, voilà, c'est assez récent comme temps de préparation formel. Il n'y a pas toujours un temps de préparation. Il y a un siècle ou 2 siècles, on décidait de se marier et on se mariait dans les semaines qui suivaient. On allait voir monsieur le curé et on se mariait. Mais la situation était différente. On verra aussi pourquoi il est nécessaire d'avoir ce temps de préparation au mariage. Qui n'était peut-être pas nécessaire, mais peut-être à la génération de grands-parents. Nos grands-parents n'ont pas forcément, nos arrière-grands-parents, fait de préparation au mariage. Et même, alors, nos parents, vos parents sans doute. Mais c'est récent dans l'histoire de l'Église, la mise en place d'une préparation formelle en mariage. Et je rentrerai dans les détails pour vous faire sentir ce qui se passe, ce qu'on fait dans une préparation au mariage. C'est assez récent. C'est une étape fondamentale. Ça, je crois qu'il faut retenir ce soir. C'est une étape fondamentale pour ceux qui se préparent et qui veulent discerner une vie conjugale, qui veulent se marier. Ce n'est pas facultatif. C'est fondamental, et de fait, le pape François, je vous disais, a fait une catéchèse, et j'ai relevé une phrase, il en souligne les enjeux. Voilà ce qu'il dit. De nombreux couples sont ensemble depuis longtemps, peut-être même dans l'intimité, ils vivent ensemble, parfois ils cohabitent, mais ces couples ne se connaissent pas vraiment. Cela semble étrange, dit le pape François. Mais l'expérience démontre qu'il en est ainsi. C'est pourquoi il faut réévaluer les fiançailles comme un temps de connaissance réciproque et de partage d'un projet. En fait, ce n'est pas parce que vous vous connaissez depuis un certain temps, depuis longtemps, on peut se marier avec son meilleur ami, un ami de longue date, on l'a connu au lycée, entre la première rencontre et le mariage, il peut se passer 10 ans, mais ça ne signifie pas que vous connaissez réellement. Et de fait, l'expérience des prêtres, lorsqu'on entre dans la phase active des fiançailles, dans la préparation au mariage, eh bien, les couples font l'expérience qu'ils se découvrent. Ils pensaient se connaître, ils découvrent qu'il y a encore il y a un terrain inconnu en face. Il y a une personne, il y a un mystère.
Alors, en résumé, si on devait essayer de cerner ce que sont les fiançailles, eh bien, on pourrait dire d'abord que les fiançailles, c'est ce temps intermédiaire, ce laps de temps qui sépare la vie du célibataire de la vie conjugale. Quand vous êtes fiancé, certes, d'un point de vue de l'état civil, quand vous n'êtes pas fiancé, d'un point de vue de l'état civil, vous êtes célibataire, tant que vous n'êtes pas marié. Mais psychologiquement, lorsque vous rentrez dans cette étape de fiançailles, on ne peut plus dire que vous êtes célibataire. Et pourtant, il n'y a pas d'engagement. C'est ce temps qui va donc de la solitude du célibataire à la pleine communion de la vie conjugale. C'est aussi un temps, je crois que les mots sont importants, à la fois de discernement. Pendant le temps de fiançailles, on va discerner si c'est bien avec cette personne, si c'est bien ce projet de vie qu'on veut mener, et aussi un temps tout à la fois de discernement et de fondation. C'est le temps par excellence de l'échange, du dialogue, de la parole. C'est le temps de la découverte. Mais ce n'est pas encore le temps du don plénier. Ça, c'est pour le mariage. C'est un temps aussi où se vit une certaine exclusivité dans la relation. Vous ne pouvez pas être fiancé et continuer à papillonner, à voir ailleurs, à dire là je cours un bon cheval, excusez-moi, c'est pas... mais j'ai les sécurités. Voilà. J'ai un œil sur Germaine d'un côté, Cunégonde de l'autre, et on ne sait jamais. Non, il y a déjà une exclusivité. Et les fiançailles, vous le savez, sont faites aussi pour être rompues. Ce n'est pas encore le temps de l'engagement. Les fiançailles ne sont pas encore données. Ce qui fait que c'est ça qu'il faut bien le retenir. Tant que vous n'avez pas dit oui, tant que vous n'êtes pas lié librement, eh bien, vous pouvez arrêter l'aventure, décider qu'il est bon peut-être de ne pas poursuivre le chemin, ou il est bon peut-être de se donner plus de temps. Dans le temps des fiançailles, on est libre jusqu'au bout de s'engager ou de ne pas s'engager. Je crois que c'est important. Même si le château est réservé, même si les 250 bouteilles de champagne pour le vin d'honneur sont déjà dans la cave de grand-mère, même si la robe... libre jusqu'au bout. Et les temps de fiançailles, ça peut aussi être l'occasion de discerner qu'on est fait pour un autre appel. On connaît des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont discerné, qui ne voulaient pas se marier finalement, on discernait un appel, une vocation surnaturelle, comme la vie consacrée ou le sacerdoce. Des histoires de deux couples fiancés, de deux jeunes gens qui ont fini par rentrer au couvent. Bon, je ne vais pas vous faire peur, je ne vais pas vous foutre les chocottes. Voilà, ça peut arriver, mais... parce que c'est un vrai temps, on verra, c'est un vrai temps de discernement devant Dieu. C'est un temps où on réalise que ce à quoi on s'engage, à la fois c'est naturel, nous sommes tous faits, on est fait par nature pour se marier. Mais que le mariage chrétien, le mariage comme le veut le Christ, eh bien, a quelque chose d'une vocation aussi. Dans ce qu'il est un chemin à la sainteté, une vocation, et c'est une aventure à la fois humaine et à la fois divine, et on en prend la mesure. Et les temps de fiançailles, c'est pas un temps de tout repos. À la fois, c'est un temps merveilleux. Ouais, on est toujours... les prêtres, on aime bien, d'ailleurs. Moi, j'aime bien parce qu'ils vous êtes mignons quand vous préparez le match. C'est vrai, c'est beau, c'est la fraîcheur de l'amour qui commence. Mais si les fiançailles sont bien vécues, c'est aussi un temps de combat, et un combat spirituel. D'ailleurs, c'est le signe qu'il y a une bonne préparation au mariage, de bonnes fiançailles, c'est qu'il y a un peu des frictions. Si nous, les prêtres, au bout de 3, 4, 5 rencontres, ça va toujours, ça va bien, toujours d'accord, toujours avec le sourire comme ça. Si à un moment on ne vient pas nous voir en disant j'ai pris la tête hier soir, sur votre questionnaire à con, là, et puis le chapitre 4 du bouquin, là, là c'est bien, ça travaille. Là, le travail des fiançailles se fait, la préparation. On va là où il y a des nœuds, on essaie de les dénouer. Sinon, si c'est lisse, c'est louche. Sinon, ça veut dire qu'on a mis des choses sous le tapis, et ce qu'on met sous un tapis, ça finit par pourrir, et un jour, ça sent mauvais. Et ça ressort toujours. Voilà, donc à la fois, c'est un temps de grâce, fiançailles, formidable. Comme le mariage, d'ailleurs.
Quoique nous, on ne dit pas tout quand même, on dit pas tout ce qui se passe après quand même, on vous laisse des surprises. Il y a les enfants, il y a la belle-mère, enfin bon. C'est un temps de grâce, les fiançailles, le mariage, et c'est aussi un temps parce que comme c'est un temps de préparation à une aventure humaine et divine, c'est aussi ça sera pour vous, la plupart d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être appelés à vie religieuse comme nous, bien, il reste le mariage. Ça, non, je plaisante évidemment. Oui, l'enjeu est énorme quand on réalise. L'enjeu est énorme. Donc c'est pour ça, et ça c'est ma deuxième partie, plutôt la première partie, après l'introduction, c'est le pourquoi. Quelle est la raison de ce temps de préparation? Pourquoi il faut passer quand on s'aime? C'est vrai, quand on s'aime. Pourquoi il faut attendre? On verra, ça prend du temps les fiançailles. C'est pas en un mois, je vous préviens. Plutôt un an déjà. Il y en a qui sont pressés, il faudrait que ce soit... Ça, on s'aime. Bon, 3 mois, 3 mois pour... faut que c'est réservé, on prépare la cérémonie, puis on est pressé. Quand on s'aime, qu'on est sûr que c'est la bonne personne qu'on veut se donner, pourquoi attendre? Eh bien, parce que pour bien comprendre l'enjeu des fiançailles, eh bien, il faut comprendre ce qu'est le mariage. Alors, je ne vais pas vous parler du mariage en long, en large, en travers ce soir. Mais de fait, nous, chrétiens, nous avons une conception haute, belle, du mariage, comme je pense, là, à mon avis, c'est l'une des plus grandes aventures humaines que l'on peut vivre. Le don de soi en toute une vie, une promesse qui dure toujours, fondée sur un amour libre, une volonté de vivre ensemble, de s'aimer, quoi qu'il arrive, de fonder une famille, quoi qu'il arrive, dans la foi. Il y a quelque chose de sublime. Et pour nous chrétiens aussi, c'est dans cet état de vie que vous allez, chacun, réaliser votre vocation profonde à l'amour de Dieu et du prochain. C'est un chemin ordinaire, ce sera votre chemin de sainteté, de sanctification. Les enjeux spirituels sont énormes. Et vous comprenez que s'il faut 6 ans minimum, 7 ans pour former un prêtre, un état de vie qui est certes particulier, c'est pas naturel de ne pas se marier, pas forcément naturel de vivre en communauté comme on le fait, il faut prendre du temps, c'est une vocation surnaturelle, donc il manque du temps, mais il faut 6 à 7 ans pour se préparer à cet état de vie, et pour un état de vie qui est une vocation à la sainteté, comme le mariage chrétien, ça se ferait comme ça en un mois, sans préparation? Je pense que ce ne serait pas juste, et même ce serait même dénigrer la grandeur du mariage. Donc le temps de fiançailles, c'est cette année de préparation, même plus, on verra, c'est plus que nécessaire. Alors cette préparation au mariage, elle ne va pas commencer de fait au moment où vous vous fiancez. Elle a déjà commencé. Ce que vous faites ce soir, c'est déjà une préparation au mariage. Vous êtes dans les pré-fiançailles. Tout ce que vous avez reçu de votre famille, en termes d'éducation, de respect de l'autre, du respect de l'autre, des personnes de l'autre sexe, vos amitiés garçons-filles, vos expériences heureuses et malheureuses dans le domaine de la vie affective, vos choix, tout ça vous prépare à l'aventure conjugale. Ou ne vous y prépare pas. Et ça aussi. C'est le revers. Si on n'est pas très sérieux, si on vit de manière affective comme un grand adolescent jusqu'à 30 ans, on n'est pas préparé à l'aventure conjugale. Mais votre préparation au mariage, elle est déjà commencée par tout ce que vous avez reçu. Par le témoignage de vos parents, si vous avez la chance, et ce n'est pas toujours le cas, on a tous dans nos familles des histoires malheureuses. Vous avez pu être le témoin de couples qui durent, donc tant mieux. Ça vous conforte dans l'idée qu'un amour conjugal, une vie à deux, pour toute une vie, avec la même personne, c'est possible et que ça rend heureux. Tant mieux si vous l'avez vécu en famille, vous en avez le témoin dans votre famille, vos amis. Voilà. Aussi, on a pu être blessé déjà. Donc, le temps de la préparation au mariage sera aussi le temps peut-être d'une guérison. On a pu être blessé dans sa vision de l'amour conjugal. On peut venir comme nous, les frères, on peut venir de foyers unis ou de foyers désunis. Voilà. Et donc, tout ça est à prendre en compte aussi. Et bon, je parlais d'échecs dans l'amour, on ne va pas se leurrer.
quand on parle mariage, des fois il y a des craintes. Les jeunes fiancés nous voir, ils réalisent, on veut se préparer parce que on voudrait que ça marche. On voudrait que ça marche. D'ailleurs, on se marie pour s'aimer, on se marie pour que ça marche, que ça dure toujours, jusqu'à la mort. Et les couples qui viennent nous voir nous disent, évidemment, tout de suite le mot divorce arrive, enfin l'échec conjugal. C'est les statistiques sont là. Un couple sur deux dans les grandes métropoles françaises. Et après, je leur dis oui, mais il y a aussi un couple sur deux qui tient, c'est énorme. 50% des couples, semble-t-il, s'aiment et peuvent vivre un mariage heureux, un mariage fidèle, uni. C'est toujours une question de point de vue aussi. Et à la fois, on leur dit, écoutez, il y a pas les statistiques, elles veulent signifient quelque chose, l'instabilité, la fragilité des liens, de la famille, mais les statistiques, c'est pas une épée de Damoclès. Rien n'est écrit. C'est vous qui écrirez votre aventure conjugale. C'est dans vos mains. Donc si vous vous préparez sérieusement, si vous donnez sérieusement l'un à l'autre, si vous en donnez les moyens, humainement et spirituellement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut avoir cette confiance-là. Mais c'est sûr, voilà, il y a cette crainte, donc qui fait que il faut d'autant plus se préparer. Plus on se prépare, et moins le risque d'échec est fort. Et puis aussi, je disais autrefois, on ne se préparait pas au mariage. Nos arrière-grands-parents demandaient Auguste, mon arrière-grand-père, a dû demander à ma grand-mère Louisette en mariage. Une semaine après, il devait être marié. Le temps d'avoir le curé de 15 jours. Préparer la cour de la ferme. Mais parce que c'était évident, puis les valeurs portées par la société, il était inconcevable à l'époque qu'un couple puisse se séparer. Le divorce n'existait pas. Quand on était marié, c'était forcément pour la vie. Ça allait de soi. Ça allait de soi qu'on se mariait pour s'aimer, ou en tout cas apprendre à s'aimer. Et ça allait de soi qu'on se mariait pour fonder une famille. Tout ça ne va plus de soi, vous le savez. Je ne veux pas dépeindre un portrait noir de la société, ce ne serait pas juste. Parce que comme c'est remarqué de mes confrères, c'est un de mes confrères qui a préparé ma soeur au mariage, il ne faut pas trop mélanger les affaires de famille. Benoît Joseph me disait, on était à table ensemble, il regarde autour, tu vois les gens là, c'était le mariage de ma soeur, c'est sympa, le champagne était bon, le repas aussi, la prédication était bien, j'avais prêché. Bon, tout le monde avait l'air heureux, il y avait comme un repas de famille, et je savais qu'il y avait des personnes qui avaient eu des échecs dans l'amour, il y a des mariages qui n'avaient pas marché ou qui ne croyaient pas au mariage, qui ne voulaient pas se marier. Je connaissais les amis de ma sœur ou les membres de ma famille, je sais pas, de cousins qui ne sont pas mariés ou qui sont divorcés, voilà. Mais tous avaient ce bonheur sur les yeux, ce bonheur, ils contemplaient un spectacle merveilleux, ils avaient assisté à la naissance d'une union conjugale, et il y avait un sourire sur tous les visages, un bonheur d'être là. Comme tu vois, disait Frère Benoît Joseph, même si certains ne sont pas arrivés, même s'ils n'y croient pas, comme ils réalisent la grandeur d'un amour qui dure, et ils voudraient le vivre. En tout cas, ils voudraient y croire. Et je pense que comme dans notre société, même si on ne se marie plus beaucoup, c'est plus forcément une valeur qui est bien présentée, je crois quand même tous ceux qui cherchent l'amour veulent un amour qui dure. Donc l'idée que l'indissolubilité du lien soit liée à l'idée d'amour, je crois que quand même ça traverse et ça habite les cœurs. Alors, le mariage, la conception, alors évidemment c'est une question d'amour, il vaut mieux vous aimer si vous vous mariez. Il n'y a pas que ça, vous le savez. Le mariage, c'est d'abord une promesse. Vous allez, le jour de votre mariage, vous promettre de vous aimer toute votre vie. Vous allez faire une promesse. C'est ça l'essence du mariage, c'est une promesse. La promesse de se donner aujourd'hui, jour du mariage, demain, après-demain, et tous les jours de notre vie. Et cette promesse, elle n'aura de valeur que si elle procède de deux libertés éclairées, d'un choix vraiment libre. Ça, c'est important. Une clé du mariage, c'est que c'est un acte pleinement humain, posé en toute liberté et en toute conscience. S'il manque ces éléments, il n'y a pas de mariage. Vous savez que l'Église peut reconnaître ce qu'on appelle des nullités de mariage, c'est-à-dire qu'on découvre que des personnes n'étaient pas libres. Alors nous, ça nous paraît surprenant que des personnes soient contraintes de se marier. Il y a encore des cultures où des mariages forcés, même s'il y a tout, la cérémonie, le prêtre, l'échange des consentements,
Si la promesse a été forcée, le consentement est forcé, il n'y a pas de consentement, donc il n'y a pas de mariage. Et donc ça, c'est une des grandes raisons de la préparation, je crois, c'est d'apprendre à être libre, c'est se donner les moyens et de vérifier que le choix que nous allons poser, que la promesse est vraiment un choix qui procède de notre liberté. Et que c'est un choix réfléchi. On ne s'est pas marié sur un coup de tête et qu'on n'a pas fait un choix sous des contraintes, alors soit familiales, soit psychologiques, soit des contraintes, on peut être contraint de se marier, on peut être contraint de se marier pour des questions économiques, pas parce qu'aussi ça peut arriver, d'un coup il y a une relation, il y a un enfant qui est apparu entre deux personnes qui s'aiment, et on se dit tiens, il y a un enfant, donc forcément on va se marier. Ah oui, c'est bien, ça peut aller dans ce sens-là, mais il faut quand même que ce choix soit libre, qu'on ait volonté de se donner à ces personnes, malgré, et pas forcément à cause, par exemple, d'un enfant. Ou à cause de, que diront mes parents si je ne me marie pas, ou parce que j'ai peur de rester célibataire toute ma vie. Ça, c'est pas une bonne raison pour se marier. Oui, donc par sa nature même, le mariage exige ce temps de préparation. Alors, je vais vous lire deux, trois citations que j'aime bien. J'aime bien partager avec les gens que je prépare. Une d'un philosophe, d'un homme marié, chrétien, qui a beaucoup travaillé les questions de mariage, Xavier Lacroix, qui parle de la nécessité de se donner du temps. Je disais, les fiançailles, c'est un temps, un laps de temps, c'est une durée. Parce que l'attente, dit-il, creuse le désir, elle le personnalise, elle lui donne sa dimension d'humanité en l'imprégnant de liberté. Elle permet de bâtir la relation sur des fondements plus solides que la seule immédiateté sensible. L'immédiateté, en effet, si elle peut être l'expression et l'enracinement de l'affection, peut être aussi fascinante et omnubilante, voilant alors toutes les autres dimensions du lien. Une poétesse, Marie-Noël, ce n'est pas un travail vite fait que d'aimer. Aimer, c'est un travail qui prend du temps, c'est une œuvre. Une fois que vous avez saisi que aimer et le mystère de l'amour conjugal, c'est l'œuvre de toute une vie, et bien comme tout chef-d'œuvre, il faut que ça se prépare. Il faut en donner les bases. Et aimer quelqu'un, c'est un de nos frères qui le disait, le père Jean-Claude Sagne, père dominicain, qui disait aimer quelqu'un, c'est aussi lui donner du temps. Lui donner du temps. Et pendant les fiançailles, vous dites à votre fiancé que vous l'aimez en lui donnant du temps, le temps pour lui de se préparer, de laisser mûrir en lui des choses, décanter, le temps du discernement. Et enfin, je crois que j'ai pris ça chez le pape François, toujours dans son catechisme sur le mariage, dit-il, l'alliance d'amour entre l'homme et la femme, une alliance pour la vie, ne s'improvise pas, elle ne se fait pas d'un jour à l'autre. Le mariage express n'existe pas, il faut travailler sur l'amour, il faut cheminer. Nous devrions peut-être nous appliquer davantage sur ce point, car nos coordonnées sentimentales se sont un peu embrouillées. Certains prétendent tout vouloir et tout de suite, mais ensuite cèdent sur tout et immédiatement à la première difficulté ou à la première occasion. C'est l'expérience que l'on fait aussi des couples qui ne se sont pas préparés, ou qui pensaient s'être préparés, mais on verra qu'ils n'ont, de fait, s'étaient pas préparés, qui a fini par se marier, parce qu'on finit, si on vit ensemble, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans de cohabitation, souvent des couples finissent par se marier. Ça leur est comme naturel. Et de fait, c'est naturel. Mais ils peuvent avoir fait l'économie d'une préparation. C'est-à-dire de se dire, mais pourquoi je la choisis elle, pourquoi nous nous choisissons, et quel projet? S'ils ne font pas cette préparation, ce qu'on voit souvent, ce qui est même curieux, des couples qui ont vécu 8 ans ensemble vont se séparer après quelques mois de mariage. Le lien qu'ils ont contacté, finalement, a malheureusement révélé les faiblesses ou l'absence de fondement dans leur vie conjugale. Le fait de se connaître depuis longtemps ne veut pas dire de vivre ensemble depuis longtemps, de se côtoyer ensemble, ne veut pas dire que forcément on se connaît. Alors, qu'est-ce qu'il faut viser pendant le temps de préparation au mariage ou ce temps de fiançailles, le pourquoi? Sur quoi il faut travailler? Mais d'abord, sur nous-mêmes. Avant de savoir avec qui je vais me marier, quelle est cette personne, ce mystère, merveilleux, ce don que Dieu me fait de certaine manière, qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Se poser les questions. Le temps de la préparation au mariage, c'est un temps qui est décapant aussi parce qu'on est obligé de se regarder soi-même en vérité.
parce que surtout se poser la question, est-ce que je suis apte à poser un engagement, une promesse pour toute une vie? Est-ce que j'en ai la maturité? Non, pas seulement que j'en ai le désir, évidemment, mais est-ce que j'en ai la capacité? Est-ce que je le veux? Voilà, donc c'est un temps aussi, pendant la préparation au mariage, où il faut individuellement, chacun d'entre vous à voir quelles sont ses forces, sur quoi il va pouvoir capitaliser, s'appuyer, et puis aussi ses faiblesses, ou je préférerais dire, c'est ce qu'on pourrait appeler ces lieux de progression. Parce que vous doutez bien qu'à la fin de la préparation au mariage, le fiançailles, tout ne sera pas parfait. Il restera encore beaucoup de choses à mettre en place. Bon, heureusement, sinon il n'y aurait plus rien à faire, on s'ennuierait comme des rats morts. Les enfants quand même. Non, il y a beaucoup de choses qui grandissent, qui s'affermissent, qui se mûrissent, qui se mettent en place dans la vie conjugale. Enfin, il y a un progrès en humanité, en sainteté, qui est formidable. Et heureusement. C'est vraiment une voie de sainteté, le mariage, une voie d'épanouissement, de croissance. Mais pour pouvoir grandir, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et il faut pouvoir analyser, repérer ces lieux de progression. Quels sont mes défauts, mes faiblesses, sur quoi il va falloir que je travaille. Voilà. Il ne faut pas se voiler la face. Je vous dis, tout ce qu'on n'aura pas voulu voir, tout ce qu'on n'a pas voulu essayer de régler ou de commencer à régler pendant sa préparation, tout ce qu'on a mis sous le tapis, ça ressort à un moment ou à un autre. Ça ressort dans la vie conjugale. Après, donc, apprendre à se connaître à deux. Et surtout, se découvrir différent. Parce que le danger dans l'amour qui est une nuit de fiancés, c'est souvent très fort, passionnel, et vous êtes un peu comme sur un nuage, et c'est normal. Et l'autre est toujours le plus beau, le plus formidable. Et il faut qu'il en soit ainsi, qu'il y ait une période de fascination, de cristallisation sur la personne de l'autre. Mais avec le risque de refuser aussi de voir pas les défauts, vous les verrez, mais que l'autre finalement n'est pas si semblable, parce que souvent au départ on se dit, finalement on se ressemble, on a les mêmes goûts, on est fait pour vivre ensemble, on accroche bien, on est compatibles les caractères. Et c'est bien, il faut qu'il y ait ce terrain-là, il faut qu'il y ait un terrain de rencontre, sinon si vous êtes deux, s'il n'y a pas de terrain de rencontre, ça ne marchera pas. Puis réalisez quand même que même s'il y a un terrain de rencontre, eh bien aussi il y a énormément de différences. Vous êtes fondamentalement différents. D'abord, vous mariez, si vous êtes un homme avec une femme, et une femme avec un homme. Et vous allez très vite vous rendre compte que nous, les hommes, nous ne fonctionnons pas comme les femmes et que vous ne fonctionnez pas comme nous. Là, ça me fait rire quand les fiancés de 3-4 séances, je me rends compte que on ne pense pas du tout pareil. On n'agit pas du tout pareil, effectivement. On le sait, mais on en fait l'expérience, on le sait intellectuellement, mais on ferait l'expérience de la préparation au mariage. Qu'on n'a pas les mêmes langages. Il y a un livre que je n'ai pas emmené, mais qui est intéressant, c'est Le langage de l'amour de Gary Chapman. Donc c'est un protestant américain, c'est intéressant. C'est tout bête, mais découvrir que déjà entre nous, on n'a pas les mêmes langages dans l'ordre de l'affectivité de l'amour. Ce qui fait plaisir au frère Mariano ne fait pas forcément plaisir. Voilà. Je sais pas, le frère Mariano, ça peut être... ce qu'il peut aimer, c'est les paroles de reconnaissance, c'est-à-dire que ce qu'il fait est bien, et c'est vrai, ce qui est bien. Et moi, je m'en fiche, mais je m'aime plutôt qu'on m'offre une boîte au chocolat pour me remercier. Et c'est pas la gratification, et on marche différemment. Alors, c'est vrai déjà entre hommes, on ne marche pas de la même manière, mais c'est vrai aussi entre hommes et femmes. Vous voyez, donc, découvrir qu'on ne parle pas la même langue. Découvrir qu'on est différent. Parce que souvent, les fiancés disent, mais je fais des efforts, et puis j'ai l'impression que toi, tu t'en fiches, quoi. Surtout les gars, par exemple. Oui, je suis attentif, je te montre que je t'aime, je te prends dans mes bras, je fais des petits câlins. Et puis elle lui dit, ouais, mais moi, oui, j'aime bien, mais moi, je préfère que tu m'offres des fleurs. Ça, là, je comprends que tu m'aimes. C'est pas le langage physique d'abord qui me parle. Donc pendant 6 mois, il peut y avoir l'incompréhension. On pense parler la même langue, et finalement, on n'est pas sur le même registre. Voilà. Découvrir qu'on est différent. Et c'est ça d'ailleurs la grandeur du mariage, cette alliance, mystère et cette complémentarité dans la différence entre l'homme et la femme, cette différence qui est marquée jusque dans notre génitalité, dans notre sexualité, dans notre corps. Voilà. Et c'est ça la grandeur du mariage aussi, je trouve, cette union, pas des contraires, mais des complémentaires,
Voilà, et vous allez le découvrir. C'est aussi une période nécessaire pour faire mûrir votre sentiment amoureux, faire mûrir l'amour. Parce que c'est normal, hein, il y a des lois de progression dans l'amour. Au départ, c'est souvent assez passionnel, assez fusionnel, et c'est normal. Hein, on est très très fort pour la personne aimée, pour son fiancé, sa fiancée. Et voilà, mais on le sait, hein, la passion n'a qu'un temps. Bon, il y en a qui disent que ça dure 3 ans, peu importe. Bon, la passion, ça peut revenir, hein, c'est des émotions. Hein. Bon, mais on sent que sur la passion, on ne peut pas bâtir quelque chose de durable. Hein, il va falloir que cet amour passe le cap de la simple passion, ou la simple dimension fusionnelle aussi. Et il n'y a que le temps qui va vous permettre de discerner si vous êtes capable de passer, je dirais, le stade passionnel et fusionnel, et de vous avancer vers un amour qui ressemble de plus en plus à une forme d'amitié, alors bien particulière, qui sera l'amitié conjugale, hein, qui est exclusive, mais qui ressemble plus à l'amitié qu'à la passion, et un amour de type communionnel, c'est-à-dire où on n'a pas une personne, c'est-à-dire une fusion, quoi, tellement proche que plus qu'une réalité, on a 2 personnes en communion avec leurs différences, mais qui communient dans un même amour. Voilà. Et ça, c'est le temps qui va vous aider à vérifier et surtout à vous libérer aussi de ce qu'on pourrait appeler les mirages de l'amour. D'abord, la vision fusionnelle, il faut tout faire ensemble, il faut avoir les mêmes goûts, il faut voir les mêmes choses en même temps. Ça, si vous êtes comme ça, vous allez être malheureux, parce que c'est impossible. À la fois, il faut qu'il y ait un terrain d'entente, une certaine lieu de rencontre, de communion, de vos personnes, de vos vies, de vos goûts, de vos loisirs. Et puis à la fois accepter qu'il y a plein d'aspects. Votre mari, je sais pas, il sera passionné il aimera fabriquer des maquettes avec des allumettes. Bon. Et il ne faudra pas vous forcer à vouloir construire des tours Eiffel en allumettes si vous n'aimez pas ça. Et c'est pas grave. C'est accessoire, oui. Hein, parce qu'il y a, voilà, il faut sortir de la vision un peu trop adolescente de l'amour. Ça serait un premier mirage. Où l'amour, c'est seulement passionnel, hein, de l'ordre du ressenti, de l'affectif. Alors évidemment, il faut ressentir des choses, hein, ça doit travailler de l'intérieur. Mais l'amour est un mouvement qui est beaucoup plus profond, hein, qui va jusqu'au fin fond de notre personne, qui saisit toute notre personne, et pas simplement la superficie de notre être. Voilà. Et ça, il faut le mettre en place. Ou simplement l'amour romantique, hein, un peu très romantique. Là aussi, l'amour romantique, ça dure pas. Enfin, ça peut être un mirage qui peut être assez dangereux aussi. Hein, ils ont trop romancé de l'amour. L'amour, vous le savez, impliquera des sacrifices, le don de soi, ne sera pas toujours rose. Voilà, il faudra tenir dans la fidélité. C'est pas que romantique et voilà, quelque chose de plus profond, de plus exigeant dans l'amour. Voilà, donc le temps pour découvrir la véritable nature conjugale, hein, ce que c'est qu'un amour conjugal. Ça, il faut du temps. Il faut du temps déjà pour l'assimiler avec l'intelligence et puis le cœur l'expérimenter et vouloir le vivre. C'est un temps aussi pour grandir en vertu. Ce que j'appelle les vertus, vertu de patience avec soi-même, avec l'autre, en vertu de force, et surtout une vertu qui paraît importante, c'est la vertu de chasteté. Voilà, enfin on va parler de sexe. J'attendais. Quand était du sexe pendant les fiançailles. Je vais plutôt parler d'affectivité et plutôt de sexualité que de sexe. Évidemment, l'affectivité et la sexualité sont les composantes de l'amour et de l'amour conjugal. Mais vous le savez, hein, comme couple, comme chrétien, vous n'êtes pas dispensé de vivre un amour conjugal sous le signe de la chasteté. Alors il faut bien comprendre ce mot. Hein, nous, religieux aussi, nous vivons notre vie sous le signe, la vertu de chasteté. Alors nous le vivons dans la continence parfaite. C'est-à-dire que nous sommes non seulement célibataires, du point de vue de l'état civil, mais nous n'exprimons pas toute une part du langage de l'amour qui est celui de la génitalité, de la sexualité. Voilà. Évidemment, quand on est marié, si vous voulez faire des enfants, il va falloir parler une langue et parler le langage de la sexualité. Il va falloir le vivre. Évidemment aussi, la sexualité fait partie d'une composante, pas une composante, c'est pas la seule composante évidemment, une composante mais qui est essentielle. Mais il n'empêche qu'il faudra aussi le vivre sur le registre de la chasteté, c'est-à-dire sur le registre
une certaine pureté dans la relation, le fait que l'autre n'est jamais pour moi un objet de désir, un objet à posséder, un objet pour me faire plaisir, mais c'est une personne à aimer et à respecter dans son mystère et son intégrité. La chasteté m'aide, c'est cette pureté du regard, l'intention, à toujours accueillir l'autre dans sa totalité. Et pas seulement des parties d'elle-même, ou de lui-même, ou de son corps. L'autre n'est pas un objet, un moyen pour mon plaisir, mais c'est une personne. Voilà. Et ça passe aussi dans le couple, par des périodes où on s'unit, et des périodes aussi de continence, des périodes où on accepte librement de ne pas s'unir, pas simplement parce qu'on ne veut pas d'enfants. Voilà. Et bien ça, vous vous rendez bien compte que ça s'apprend. Ça ne se met pas en place tout de suite. Cette maîtrise de nos passions, de nos pulsions, notre maîtrise du regard, des désirs, ça s'apprend. Alors ça a déjà commencé. Vous l'avez commencé, vos parents vous l'ont enseigné de certaines manières. Si vous avez été scout, en scoutisme, on en parle aussi. Et puis voilà. Et puis par vos choix aussi. Voilà. Et peut-être aussi, peut-être que c'est peut-être pas encore assez en place. Vous n'avez pas encore la maîtrise vous n'avez pas encore intégré assez bien votre sexualité dans votre personne. Voilà. Et le temps des fiançailles, c'est le temps où vous allez continuer à intégrer. La chasteté, c'est l'intégration réussie, dit le catéchisme de l'Église catholique, de la sexualité dans la personne. C'est la sexualité humanisée. Ce n'est plus une force obscure, brutale, qui me domine, mais c'est quelque chose que j'assume, que je domine, et qui est au service de l'amour. Voilà. Et ça, c'est un travail. Et c'est un travail qui durera évidemment toute une vie. Voilà, si vous voulez, donc pour vivre, bien simplement, pour pouvoir vivre aussi des périodes de continence, pour avoir une sexualité vraie, eh bien, il faut s'y préparer. Alors, se pose la question très vite, je ne vais pas entendre les détails, des relations sexuelles avant le mariage. L'Église, en sa sagesse, vous n'y encourage pas. On ne va pas vérifier ce que vous faites, et puis ce n'est pas les questions qu'on posera quand vous vous préparez au mariage. En général, on aborde toujours, dans la préparation au mariage, la sexualité, en général, à la fin du parcours, lorsqu'on se connaît bien, qu'il y a une confiance. Et souvent, les couples d'eux-mêmes vont parler de ce qu'ils vivent, où ils en sont. Mais ce qu'il vous faut comprendre, c'est que, une fois qu'on a compris que le langage des corps exprime, et c'est un langage qui est magnifique, exprime le don et la totalité du don. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'ordre humain de plus fort pour dire à une personne qu'on se donne totalement à elle, que se donner totalement dans son corps, dans toute sa nudité, dans tout ce qu'on est. Donc si le langage du corps précède le don, eh bien un mensonge. C'est-à-dire qu'on dit avec son corps, voilà. On dit avec son corps, je me donne à toi, mais dans la vraie vie, on ne s'est pas donné. C'est pour ça que la sexualité, comme langage, a vraiment sa place une fois que le don, la promesse est posée, qu'on a promis de se donner, et qu'on s'est effectivement donné, donc on s'est donné dans un oui pour toute la vie. Là, il y a une adéquation entre le don des corps coïncide avec le don des cœurs. Je ne dis pas évidemment que ceux qui... voilà, et puis peut-être certains le vivent déjà, ou l'ont vécu, le vivront, qu'il n'y a pas d'amour, lorsque des personnes non mariées se donnent à sexuer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Mais, vous voyez, il faut viser à ce que ça soit le plus vrai possible. Et surtout aussi le fait d'attendre. Puis c'est pas, ça peut paraître long, quand on s'aime, c'est sûr que c'est normal. Si vous aimez, vous avez envie de vous unir. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème. Si vous aimez mais que l'autre vous repousse, c'est normal, il y a une attirance, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais il est bon d'attendre, parce que c'est aussi pour vous un apprentissage de la liberté intérieure. Alors, pour que ça marche, évidemment, il faut mieux pas habiter sous le même toit. Ça paraît évident. Certains pensent que ça paraît une évidence, mais pour certains, oh non, on peut vivre comme frères et sœurs sur le même toit, on arrivera, comme disait le monseigneur David Macaire, du chapelet au lit, il y a 2 mètres. Bon. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, il ne faut pas présumer de ses forces. Et là, je crois que l'avantage de la non-cohabitation permet de garder une distance. Quand on est trop près, eh bien, on ne peut pas trop se parler. Vous savez, il y a ces gens qui vous parlent comme ça dans le visage. Insupportable. Comme ça. Là. Alors on recule, parce qu'on sent qu'il faut une distance pour pouvoir communiquer. Voilà. Eh bien, la cohabitation, on est très près.
normalement. Enfin, par moment, on est très très près. On est très liés par des liens matériels. On a mis ensemble, on a partagé de l'argent. Voilà. Il n'y a pas que du mauvais, évidemment, dans la cohabitation. Les couples aussi apprennent à se connaître. Tout n'est pas mauvais, mais ce n'est pas forcément le lieu le plus adapté pour la liberté. Voilà. Et on peut de fait se préparer au mariage, et j'en ai préparé beaucoup de couples qui avaient choisi de ne pas cohabiter, qui se voyaient très régulièrement, tous les jours, qui pouvaient manger ensemble tous les jours, s'appeler tous les jours, mais qui ne vivent pas sous le même toit. Et ça a été pour eux, voilà, ils l'ont senti comme nécessaire, cette respiration, à la fois être ensemble, et puis à la fois pas être ensemble, pour pouvoir aussi digérer, revenir intérieurement, enfin, ce temps de la maturation sur ce que je vis. Parce que sinon, on a le nez dans le guidon, on a la tête dans le mur, enfin, on n'a pas ce recul nécessaire. Et puis, je dirais, qu'est-ce que ça changerait, et qu'est-ce que ça... Puis même, le mariage, normalement, inaugure la vie commune. Oui. Il y a un avant et un après. Et je crois que le fait de ne pas avoir cohabité fait que le mariage prend aussi toute son ampleur. Avant le oui, on ne cohabite pas. Après le oui, s'inaugure la vie commune. La vie commune. Et oui, ça donne une autre ampleur. Nous, on ne célèbre pas la messe avant d'être ordonné prêtre. Pourtant, ça nous démange. On n'a pas intérêt à le faire, sinon on ne peut pas être ordonné prêtre. Enfin, on peut le faire dans sa chambre pour apprendre, mais on ne peut pas le faire en public. Parce qu'on sait, parce que pour nous, prêtres, ça ne viendrait pas l'idée, puis ça ne vous viendrait pas l'idée de célébrer la messe, par exemple, même si vous avez envie. Ce que vous dites, c'est l'acte du prêtre. Eh bien, voilà. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, même si je peux être tenté de m'unir à une personne sexuellement, parce que j'ai compris que c'était le langage propre des époux, de l'amour conjugal. Fin de la parenthèse. Alors, le temps des fiançailles, c'est un temps nécessaire pour apprendre à se parler vraiment, à dialoguer. C'est le temps de la parole. Ce n'est pas le temps de l'intimité, vous l'avez compris, ni de l'union des personnes, mais c'est le temps de la parole. Le temps de la parole. Alors vous dites, oui, mais déjà on se connaît, enfin, si on a décidé de se fiancer, c'est quand même... oui, mais les couples qui se préparent réalisent, qu'ils sont différents, qu'ils ne parlent pas la même langue, et que, eh bien, c'est pas si facile de dialoguer. Et d'ailleurs, une bonne préparation au mariage, c'est une préparation où ça a un peu frité. Il y a des tensions, c'est un peu engueulé avant de venir à la préparation. Il y avait le questionnaire à la con, là, que vous avez donné. Pourquoi il y avait ces questions? Ça remuait des choses dont je ne voulais pas parler. Bon, il fallait en parler. Très bien. Très bien. Premier conflit. Eh bien, on apprend à gérer un conflit. Comment on fait? Comment on fait pour dialoguer de manière non agressive? Comment on fait pour dialoguer pacifiquement? Comment on arrive à avancer, même si à la base, il y a un différend. Et ça s'apprend. Ce n'est pas naturel. Alors des fois, il y a des couples, c'est assez naturel, parce qu'il y a des compatibilités de caractère. Il y a des gens qui sont de caractère, je dirais, assez doux. Enfin, c'est des gens qui sont... Voilà. Et puis il y a des gens qui ont un caractère plus explosif. Bon, on n'est pas tous sur le même plan. Pour ceux qui ont des caractères un peu explosifs, qui se renferment comme une huître, eh bien, ils ne sont pas spontanément tournés à régler un conflit ou à dialoguer. Et bien ça s'apprend. Et la vertu de la préparation au mariage, eh bien, parce que la préparation au mariage, eh bien, il faut dialoguer à 2 avant les rencontres, à 3 avec le prêtre ou les couples qui accompagnent. Voilà. Et on met en place, on apprend à se parler et à se parler comme couple. Comme couple. C'est aussi un temps pour se détacher, ce que j'appellerais des liens et des addictions, pour vraiment être libre. Je disais, le mariage ne sera vraiment un mariage aussi, c'est un choix libre, et un vrai choix libre et éclairé. D'abord, il peut y avoir des addictions. Il y en a plein de sociétés, je pourrais faire la liste. Des choses qui sont des tuent l'amour, tue le couple. Enfin, si vous êtes trop addictif aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, il va falloir peut-être apprendre à mettre... ou à certaines amitiés. Voilà. Et puis, il y a la question des liens avec la famille. On n'est pas tous non plus au même niveau. Il y en a certains qui ont très vite pris leur indépendance. Certains peut-être vous avez quitté vos parents à 18 ans, puis bon, vous avez déjà coupé un peu le cordon ombilical, il est bien coupé. Bon, vous avez vos parents une fois par mois, une fois par semaine, ou un texto. Bon. Voilà, les liens sont distendus, vivez votre vie. Il y en a qui ont 30 ans, qui vont se marier dans 6 mois, et qui, lui ou elle, appellent leur mère tous les jours. Le matin en allant au boulot, et le soir en rentrant pour raconter leur journée. C'est pas excessif, c'est vrai. Je l'ai encore eu dans des préparations récentes. Là, vous sentez qu'il y a un lien trop fort entre le fils et sa mère, ou la fille et sa mère, ou son père,
parce que c'est comme ça dans les liens humains, ce lien-là empêchera la constitution d'un autre lien, qui lui n'existe pas, qui sera le lien conjugal, qu'on crée le jour du mariage, par la grâce de Dieu et l'échange des oui. Pour que ce lien puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait de l'espace. Donc le temps de la préparation au mariage, c'est le temps où on va distendre les liens avec les parents. On ne va pas les couper. Même si, le fait, l'Écriture dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils ne feront que deux. De fait, pour se marier, il faut accepter de quitter sa famille. On ne dit pas les abandonner, on dit quitter, je crois, distendre un peu les liens pour pouvoir avoir cet espace, cette liberté d'en créer un. Et vous sentez, et puis ce que je dis au conjoint, si tu as déjà tout raconté à ta mère, qu'est-ce que tu vas dire à ton conjoint ce soir, quand vous serez mariés là, vous avez tout dit avant, quand vous serez le soir dans le lit conjugal, à vous raconter vos journées ou à table, quand les enfants sont couchés, qu'est-ce que vous dire? Qui sera le confident? Il y a un enjeu, il y a un enjeu. Pour pouvoir avoir la place de créer son propre foyer. Et c'est le temps, enfin, de bâtir sur le roc. Toute entreprise qui doit durer, vous connaissez l'évangile, le Christ nous le dit, pour aller loin, pour avoir une maison, un foyer qui dure, il ne faut pas le bâtir sur du sable, mais il faut le bâtir sur du roc. C'est le seul moyen pour que la demeure ne résiste aux assauts du temps, aux tempêtes. Et vous le savez, il n'y a pas un couple qui ne sera pas secoué d'une façon ou d'une autre par des épreuves. Ça peut être la maladie d'un proche, la maladie d'un conjoint, ça peut être un problème qui arrive avec un enfant qui peut être malade ou qui naît avec un handicap, on perd son boulot, une dépression, voilà. Ou les épreuves normales, même la perte de nos parents peut secouer le couple, vous voyez. Et pour que le couple dure, il faut qu'il soit fondé sur le roc. Et ce roc, pour nous, évidemment, c'est Jésus-Christ. Donc ça va être le temps aussi d'apprendre à prier à deux, le temps de se regarder à deux, dans la même direction, de regarder à deux le Christ, de mettre en place aussi des habitudes de prière, de pouvoir parler simplement de la foi. Alors là, c'est dans le cas où les deux ont la foi. Vous me direz, on peut se marier quelqu'un qui n'a pas la foi. Oui, j'en connais. Et de fait, c'est possible. C'est possible. Ou quelqu'un qui n'est pas pratiquant, c'est possible. Mais tant que vous pouvez choisir, je vous donne un conseil. Essayez de vous marier quelqu'un qui a la foi. Parce que c'est déjà assez compliqué de vivre cette aventure conjugale. Si en plus, il n'y a pas ce terrain commun, si la foi est un lieu de dissension, mais c'est possible, on connaît des dames ou des messieurs qui vont seuls à la messe, on en connaît, avec les enfants, et ça se passe bien, si le conjoint, de fait, respecte. Mais vous sentez aussi quelle force ça peut être de s'appuyer ensemble sur le Christ, de prier ensemble. Moi, je vois quelle force c'est pour les couples. Allez, on va se confesser, tu viens. Ah ouais, j'ai pas envie. Ah, bon, si tu vas, j'y vais. Voilà, on s'entraîne. Combien de couples on voit arriver des gens en couple, la confession. Voilà, ils disent, heureusement que lui me traîne. Quand j'ai pas envie, il a envie, donc j'y vais. Puis quand j'ai pas envie, c'est lui qui a envie. Enfin, vous voyez. Voilà. Vous regardez ça dans le coin de votre tête. C'est aussi un choix, parce que je vous dis, on se détache d'amour romantique. Il n'y a pas un prince charmant, une princesse charmante. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu vous a destiné toute éternité, qui habite en Chine, ou qui est à Toulouse, je ne sais pas où. Actuellement, il y a plusieurs personnes à qui vous pouvez potentiellement vous marier. Il y en a plein. Plusieurs personnes dont vous pouvez tomber amoureux. Mais il y en aura un seul à qui vous choisirez de passer toute votre vie. À un moment, vous ferez l'élection, le choix, c'est lui. Et bien là, vous en ferez l'expérience. D'ailleurs, quand vous serez marié, vous tomberez amoureux ou amoureuse. Nous aussi, nous comme religieux. On se dit, tiens, vous serez bien marié avec cette personne-là. Oui, parce que pour son caractère, on se dit, on rencontre bien des belles personnes. On se dit, tiens, je serais marié avec ces personnes-là. Mais j'ai fait un autre choix. Oui, il y a plusieurs personnes à qui, c'est pas l'amour romantique. Par contre, une fois qu'on a choisi une personne, qu'on a fait l'élection, ça devient l'unique. Et on travaille à ce que ça le demeure. Alors, pour finir très concrètement, alors comment ça se passe? Alors le temps. Alors l'Église demande maintenant, parce qu'à cause de la fragilité du lien conjugal, des échecs, au moins 1 année de préparation au mariage. Le temps de fiançailles dure 1 année. Le temps de préparation au mariage. Ça paraît le minimum. D'ailleurs, vous savez très bien, si vous voulez, en Guérand, il faut déjà réserver en 2017. Déjà, on est à peine 2016, il faut déjà pour juillet 2017 réserver le château, ou je sais pas quoi, le château ou la ferme, je ne sais pas ce que ça sera, peu importe. Bon, déjà, vous prenez un avancement. Déjà pour les préparatifs matériels.
Enfin bon, ça c'est accessoire pour les matériels, ça vous le ferez à la fin. Puis même vous les déléguerez. Moi je dis aux fiancés, vous n'êtes pas obligé de choisir l'emplacement exact, surtout les dames, les demoiselles, du pot de fleurs, enfin de la fleur sur la table. Vous pouvez le déléguer, enfin, pas obligé de vous embarrasser l'esprit avec ça. Au moins une année. Alors, ça peut être plus, il n'y a pas de règle, il y a quand même un minimum. Ça peut être 6 mois, ça arrive à certains cas, des personnes qui n'ont pas 20 ans, qui en ont 30, 35, 30 et 35, qui ont une maturité, qui attendaient depuis longtemps dans certaines personnes, qui sont prêts. Et normalement, voilà, une année. Ça peut être 1 année et demie, 2 ans. Il ne faut pas que ce soit trop long, parce qu'après, ça peut brûler. Et puis, si c'est trop long, ça peut être le signe aussi qu'il y a une indécision. Bon, nous, on peut se dire, vous pouvez vous dire aussi bien, est-ce que vraiment je mets assez de personnes si ça dure trop longtemps? Voilà. Et il ne faudrait pas aussi que, si ça vous paraît, si c'est mûr, si c'est le moment, pas vous dire, il faut que j'attende que j'ai un CDI, vous n'arrêtez jamais CDI dans votre vie, ou que j'ai fini mes études, si vous êtes en médecine, vous n'avez pas le temps d'avoir fini l'internat, pour vous marier, surtout si ça fait, vous connaissez depuis la première année. Bon, il y a des choses comme ça, il ne faut pas toujours trop différer. Vous voyez, donc, entre éviter la précipitation, éviter le trop de temps qui serait signe d'indécision. Alors, ensuite, on est accompagné par un prêtre, et ça peut être des couples aussi. Voilà. C'est bien aussi qu'il y ait les deux. Parce qu'à la fois, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai évoqué la sexualité, le langage de l'amour, mais concrètement, pour tout ce qui est de la paternité, la maternité responsable, l'accueil des naissances, eh bien, j'envoie des couples formateurs, par exemple, pour les méthodes Billings, méthodes naturelles, qui expliqueront comment ça marche de A à Z, et ils pourront parler de ce qu'ils vivent, parce que moi, je ne vis pas. Faut accepter aussi de nous prêtres, on se met, pas plus en parler. Je sais ce qu'aimer. Aimer, je sais ce que ça veut dire. Voilà. Mais certaines modalités de l'amour conjugal que je ne vis pas, et d'autres coups vous en parleront bien. C'est un temps, donc, vous serez accompagné. Alors, soyez assez discret, évidemment. C'est votre préparation. N'en parlez pas, c'est votre temps à vous. C'est votre temps de fondation. Discret, ce qui fait que vous pouvez le marquer ce temps, c'est bien, symboliquement, par la célébration de fiançailles. On dit plutôt d'un temps de prière à l'occasion d'une entrée dans une préparation active au mariage, qu'on appelle les fiançailles. Et en général, l'Église dit, ça peut se faire en petit comité, avec des amis, les parents, frères et sœurs, mais pas plus. En général, ça ne se fait pas pendant une messe dominicale, une messe publique. Il peut y avoir une messe à la fin de laquelle il y a une petite bénédiction, mais ça doit ressembler tout sauf à un mariage. S'il y a bien une promesse que des fiancés peuvent se faire, promettre de se préparer, promettre de se préparer sérieusement, d'une certaine exclusivité, de vraiment se mettre à fond dans la préparation, il n'y a pas une promesse de vivre ensemble pour la vie. C'est pas le mariage. Mais le prêtre qui vous accompagnera, si vous le souhaitez, fera les choses bien. Et c'est surtout une occasion de se remettre à la prière de la communauté et de sa famille. Dire, sur ce chemin, on a besoin d'être accompagné spirituellement. Et après, donc, concrètement, moi, comme je fonctionne comme ça, mais il y a d'autres, il y a des rencontres. Je pense pour que ça soit sérieux, si sur un an, il faut au moins qu'il y ait une rencontre mensuelle. Il faut compter 10 rencontres, 10 rencontres, prévoir un week-end de retraite, seul ou à deux, avoir le temps de rencontrer, par exemple, si vous voulez vous former aux méthodes naturelles d'accueil de la vie et de régulation des naissances, c'est 3 soirées avec un couple, minimum. Oui, donc ça prend du temps. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir dégager du temps pendant cette année. Il faut du temps pour lire aussi. Tout ne se passe pas dans le cœur, ça se passe dans l'intelligence. Il faut que ce soit un choix délibéré. Donc il y a d'excellents livres, je les ai mis là. Il y en a d'autres. Ça me paraît de bons titres, sûrs. En général, moi je conseille celui-là. C'est un prêtre d'Emmanuel, le père Cédric Burguin. Voilà, très bien. Moi, je vous laisserai là pour aller voir. Ou le père Kilissi, beaucoup préparé de Jean mariage, le temps des fiançailles, la préparation au mariage. Voilà. Lire aussi. Lire pour objectiver, mettre des mots sur ce qu'on vit. Voilà. Ça, c'est important. Objectiver, ça, mettre devant sa relation. Et puis après, en général, il y a des questionnaires qu'on vous donne qui vous permettent de vous poser des questions que vous ne seriez pas forcément posées. Quelle sera la place du travail dans notre famille? Quelle est la place des amis? Quelle est la place de mes loisirs? Est-ce que j'ai des addictions? Est-ce que j'ai des blessures? Quel est mon rapport à mes parents? Quelle est la place de la vie sacramentelle dans ma vie? Est-ce qu'on va prier à deux? Combien est-ce qu'on veut d'enfants? Comment on veut les éduquer? Comment on veut la relation avec les beaux-parents? Quelles sont nos valeurs? Est-ce qu'on est d'accord sur la manière d'éduquer nos enfants?
comment on entend la fidélité. Est-ce qu'on est prêt à se pardonner? Voilà. Tout un tas de questions, voilà, des questionnaires, qui permettent de passer en revue tout ce qui fera la vie conjugale. Hein, le tout, c'est pas de prévoir tous les cas de figure possibles, pour éviter toutes les catastrophes. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'apprendre à se connaître et à mettre en place une structure de dialogue. Et puis se préparer aussi pour des choses. Si un de nos enfants naît avec un handicap, ou qu'on nous annonce, on pronostique un handicap, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'accueille? Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Voilà. Moi, je pense souvent à l'impression trash. Vous êtes prêt à vous pardonner? Oui. Jusqu'où? S'il y a une infidélité? Ah non, ça on peut pas. Ah mais si, il faut pouvoir. Il faut pouvoir vous pardonner jusque-là. Bon, après on essaie de faire... Voilà, on vous fait réfléchir, on vous emmène aussi un peu plus loin que... Voilà, on est là aussi pour vous aider à vraiment discerner. Alors, en conclusion, voilà, la conclusion c'est, imaginons qu'il y en a certains ici, vous êtes dans une relation privilégiée, on va dire, avec un jeune homme ou une jeune fille, et vous commencez à vous dire, oui, tiens, mariage, le mot arrive. Voilà, quand est-ce qu'on se décide, là, comment est-ce qu'on prédiscerne qu'on va rentrer dans ce temps de discernement, de préparation qu'est le mariage? Parce qu'on peut prendre longtemps la tête. Bon, à la fois, je dirais, des critères objectifs. Il y a l'attrait, évidemment. La personne me plaît. Je suis bien avec elle. Il y a une amitié qui existe. Il y a plus que de la passion, il y a une amitié. Il y a des correspondances profondes de goût, de vues, de projets. Voilà. On est lucide, je suis lucide. On sent la maturité. Alors, la maturité, c'est variable. On ne va pas demander on peut se marier à 23 ans ou à 21 ans. Voilà. Mais ce qu'on demandera à nous, l'Église, c'est que vous ayez la maturité d'un jeune homme et de jeune femme de 21, 22, 23 ans. Pas de quelqu'un de 40 ans. Voilà. Ça va, mais vous avez estimé aussi parce que vous êtes mûr. C'est-à-dire que si vous arrivez à être maître de votre affectivité, de vos pulsions, de vos rêves, à vous projeter dans le futur. Voilà. Ensuite, et puis aussi poser la question, simplement répondre à la question, oui ou non, est-ce que lui ou elle, je me vois passer le reste de ma vie avec lui ou elle, est-ce que je le vois comme le père ou la mère de mes enfants? Voilà. Je vais peut-être oublier, si vous venez nous voir en disant, nous on veut se marier, mais on ne veut pas d'enfants, nous on fait, on ne peut pas aller plus loin. Ça fait partie du contrat de mariage, l'ouverture à la vie, c'est des piliers. Il faut qu'il y ait volonté de se marier, il faut qu'il y ait volonté de vivre unis, dans un lien indissoluble, fidèle et ouvert, dans une relation qui sera ouverte à la vie. Alors peut-être qu'il n'y aura pas d'enfant. Ça peut arriver, une infertilité. Bon. Mais au moins ouvert à la vie. Vous voulez des enfants. Si vous ne voulez pas d'enfants, on ne pourra pas vous marier. Vous n'avez pas vu la fidélité ou une fidélité intermittente. Non, ce ne sera pas possible. Là, c'est les incontournables du mariage. Voilà. Mais si vous voulez vivre ça, eh bien, à un moment, il faut se dire, il faut y aller. Il ne faut pas reculer. Parce que tant que vous n'aurez pas fait le pas de dire, eh bien, on rentre dans une phase active, ce qu'on appelle la préparation au mariage, eh bien, vous n'aurez pas les moyens de vraiment discerner. Là, c'est vraiment la préparation qui va vous aider à discerner que c'est bien cette personne, c'est à qui vous voulez, et que vous avez un projet commun. Et vous allez construire votre projet commun. Donc, il faut la jeter à l'eau. Voilà. Je vous laisse le temps de questions. N'hésitez pas, merci Sébastien. Le thème était les fiançailles, quand, pourquoi, comment. On a eu, je pense, des réponses très, très précises qui vous permettront de réfléchir. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? N'hésitez pas. Osez. Mesdemoiselles, vous avez plein de questions, c'est sûr. C'est sûr et certain. Qui a envie de demander si elle n'est vraiment pas une princesse, parce qu'on lui a encore dit cet après-midi, c'est ma princesse. Y a-t-il des princesses parmi vous? Non, ça c'est vous qui posez les questions, c'est pas moi. Il existe un site sur Internet que vous pouvez consulter, c'est fiançailles.net ou fiançailles.org, je ne sais pas, qui est bien documenté. Je ne pense pas de lire les livres excellents dont le frère
Sébastien vous a parlé, hein, donc Gary Chapman, du père Daly ou du père Kilici. Yves Siemens aussi. Yves Semen. Oui, Yves Semen, oui. Oui, merci. Moi j'aurais une question. Est-ce que si on ne s'aime pas déjà soi-même, puisqu'on ne se considère pas comme une personne à part entière, je veux dire on n'a pas confiance en soi, tout ça, est-ce que c'est possible de pouvoir aimer une personne en retour si déjà on ne passe pas comme C'est une bonne question, oui. Alors de fait, il faut faire attention à des risques aussi, hein, c'est qu'on peut vouloir se marier pour vivre le mariage comme une espèce de médicament, de remède. J'ai du mal à m'aimer, voilà, comme si le mariage allait être une béquille qui va me permettre de surmonter mon mal-être, qui peut être dans un rapport à soi qui n'est pas juste, on ne s'aime pas, et ça ne marchera pas. Hein, l'autre n'est pas là, il est là pour me donner de l'amour, mais de fait, le préalable pour pouvoir aimer, il faut d'abord de fait s'aimer. C'est-à-dire s'aimer en vérité, c'est-à-dire s'accepter. S'aimer en vérité, je crois que ça veut dire quoi? Ça veut dire s'accepter tel qu'on est, pas s'idéaliser, pas s'abaisser aussi. Hein, c'est la véritable humilité. Je suis pas, je me rêve pas. Je suis différent que je suis, mais je m'accepte comme je suis. Et je sais aussi voir mes qualités, accepter mes défauts. Voilà, mais quelqu'un qui aurait du mal à s'aimer, et de fait, on rencontre des personnes qui, parce qu'ils ont été blessés, il y a eu c'est compliqué, les histoires. Alors de fait, il y aura nécessairement un temps d'abord de guérison personnelle pour pouvoir se donner. Alors, je crois qu'il y a pas, c'est le préalable à pouvoir se donner. Après, il faut pas. On est tous un peu cabossés. Hein, effectivement, on n'est pas. La vie nous a un peu cabossés. Mais c'est à nous de. Et de fait, l'amour conjugal va aussi pouvoir réparer, guérir. Mais si vraiment le cœur est abîmé, il va falloir d'abord travailler là-dessus, accepter de prendre du temps. Là, il peut y avoir avant, on peut faire une psychothérapie, on peut faire un accompagnement spirituel, ça dépend de. Il faut prendre les moyens. Voilà, mais c'est comme chez nous, la vie religieuse, hein, il peut avant de rentrer ou même avant l'engagement, un frère qui peut rencontrer, qui peut être une aide spirituelle d'un père compétent spirituel ou d'un psychanalyste qui peut aider à débloquer un nœud. Mais le nœud, il faut qu'il soit débloqué ou qu'on ait travaillé dessus, sinon s'il reste. Alors une autre question, on a décidé de ne pas faire semblant. Oh, c'est sûr qu'il y a des questions. Enfin, si la question c'est... Oui. Ah voilà, merci. Comment est-ce qu'on fait pour discerner un sentiment amoureux du vrai amour? Un sentiment amoureux du vrai amour, oui. Excellente question. Oui. C'est le temps, de fait. C'est le temps c'est le facteur temps. C'est le facteur temps. Parce que le propre des émotions, c'est qu'elles peuvent être très fortes au départ, les émotions, mais elles finissent toujours par retomber. Voilà. Mais il faut voir ce qui reste quand l'émotion, quand l'attrait, le désir, ce qui est le plus pulsionnel, le plus sensible, passe. Est-ce qu'il reste un désir de... Est-ce que la personne me manque? Est-ce que j'ai envie de la connaître? Est-ce que j'ai envie de lui faire du bien? Est-ce que j'ai envie de lui donner quelque chose? Et pas simplement le fait que j'aime bien qu'elle soit à côté de moi, cette personne, parce qu'elle me fait du bien. Mais voilà, est-ce que j'ai envie de vivre cette relation sous le signe de la gratuité? C'est quand même le signe de l'amour véritable. Comme ça, je vous dirais. Voilà, signe un peu objectif. Mais le temps va le dire. Mais même, on peut déjà discerner, mais c'est quelque chose de très fort, qui peut déjà avoir une essence d'un véritable amour. Après, ce qui aide aussi, c'est de ne pas poser les gestes, c'est-à-dire s'il y a des choses très fortes d'un point de vue affective, la personne, même physique, c'est physique quand on est à côté d'elle, ça peut être très fort. Eh bien, ça serait dangereux de poser tout de suite des gestes corporels, d'aller trop loin dans la manifestation corporelle du désir ou l'affectivité, parce que ça ne va pas vous aider à y voir clair. Ça va brouiller plus la raison qu'autre chose. Alors le fait, et c'est ça que la vertu de chasteté nous aide, c'est quand même à garder la distance, maîtriser, pour pas tout de suite m'en croquer la pomme, pour pouvoir le temps de la regarder, et voir si c'est vraiment ça qu'on veut. Oui. Donc par contre, si je dirais c'est déjà jeté à corps, perdu, eh bien il sera difficile de prendre du recul sur cette relation. Oui. Vous avez dit que ça relevait plutôt du choix de la personne.
qu'à un moment donné, le Seigneur prépare pas nos cœurs aussi. C'est pas un moment si on prie particulièrement pour rencontrer quelqu'un et qu'on a des critères qu'on va exposer à Dieu, il va pas. C'est à la fois. Oui, oui, oui. Alors, de fait, c'est là. Je crois qu'à la fois, il faut dire que rien de ce qui nous arrive, je dirais, Dieu n'est pas. Tout ce qui nous arrive de bon, Dieu est présent, ça c'est sûr. Dieu n'est pas présent dans ce qui nous arrive de mal. Enfin, le mal, souvent, c'est nous qui faisons. Mais dans tout ce qui est bon et vrai dans notre vie, on ne peut pas nier. Donc, Dieu est présent, que la providence de Dieu est à l'œuvre. Et à la fois, pour nos chrétiens, nous ne sommes pas des marionnettes. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, je crois que c'est à Matt Damon. Il y a un plan qui est écrit. Et puis vous avez les gardiens là, qui veillent, est-ce que vous rentrez bien dans le plan ou vous ne sortez pas? À la fois, il n'y a pas un plan décrit. Ce n'est pas écrit. Dieu le voit de toute éternité parce qu'il est hors du temps, donc nos vies sont comme dans un seul regard. Et à la fois, nous sommes vraiment libres. C'est vraiment nos choix. On n'est pas des marionnettes. Donc oui, il faut prier pour préparer son cœur d'abord. Et la prière prépare nos cœurs parce qu'elle ouvre cet espace à l'autre, parce qu'elle va susciter de la générosité, de l'accueil, et il faut. Et moi, je ne pense pas quand même que Dieu, sinon on serait des marionnettes. Voilà. Alors, il peut mettre des personnes sur notre chemin, mais c'est nous qui les choisirons. Et puis Dieu sera dans le sacrement. Dieu, quand le sacrement est célébré, nous savons la certitude que Dieu s'engage dans ce lien, qu'il donne sa grâce dans ce lien qui existe, nouveau, et qu'il le consolide, qu'il l'habite. Donc à la fois, oui, il faut commencer à prier pour celui à qui vous allez partager votre vie. Voilà. Et à la fois de vous dire aussi qu'il va falloir aussi vous bouger. Ça ne tombera pas du ciel. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut aller voir des gens. Et puis il faut aller dans les bons lieux. Des lieux où on fera des rencontres, mais ce ne sera pas des rencontres qui déboucheront sur un amour conjugal. Il y a d'autres groupes. Nathalie, mon amour des JMJ, ça marche. Ça marche très bien. Il n'y a pas que ça. Voilà. Des groupes, des gens, vous êtes sûr de rencontrer des gens qui ne seront pas comme vous, qui seront forcément différents, mais à qui il y aura un terrain d'entente, une amitié possible. Et souvent, ça peut être des bons amis qui deviennent l'ami exclusif. Bon, il n'y a pas de secret non plus, même si on peut se marier avec quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, parce on part en voyage ou en stage, c'est très bien. Après, il faut être réaliste. Il faut aussi, je ne dirais pas aller à la chasse, mais il faut ouvrir son cœur. Voilà. Les frères ne sont pas prudents. Tout à l'heure, on vous annonce qu'il n'y a plus de place au JMJ, et il vous dit que c'est un club de rencontre. Il s'est emballé, c'est pas grave. S'il reste une question, on y répond volontiers, puis après on va au complet. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un temps, par exemple, minimum dans la relation avant de pouvoir penser aux fiançailles, ou est-ce que c'est quand ensemble qu'il y a plus que de datation Alors ça dépend, ça dépend de la maturité. Alors si on est jeune, je pense qu'il faut, si vous avez 18 ans, ne pas vous fiancer à 18 ans et demi. C'est pas arrivé, si vous connaissez depuis quelques mois. Vous avez 30 ans, ça fait longtemps que vous préparez la rencontre, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut se faire dans les 3 mois qui suivent. On en connaît. Il y a un mariage au bout d'un an, après. C'est une question de maturité. Et aussi des choses objectives. Vous êtes en début d'études. Bon, si vous avez 21, 22 ans, je sais pas, vous êtes en école d'ingénieur, c'est la dernière année, il ne reste plus que le stage. Voilà. Là, ça paraît raisonnable. Et puis, voilà. Après, d'où l'intérêt aussi peut-être on peut se faire accompagner aussi, si jamais on n'y voit pas clair. Pour objectiver, voilà, objectiver. Voilà ce qu'on vit et qu'est-ce que vous en pensez.